Je ne savais pas qu'un jour je finirais par vaincre ma peur du vide, ma peur du vertige. Je m'étais bien gardé ce matin-là de dire à mon équipe que j'allais peut-être pas oser escalader avec eux la pyramide de Khéops. Et cette escalade qu'on a réalisée en janvier 2017, en fait, elle avait pour but d'examiner une zone dans laquelle la mission Scan Pyramids avait réalisé une première découverte, une petite cavité dans cette arête nord-est, l'arête par laquelle on est en train de passer. Alors effectivement, après le premier petit vide qu'on avait découvert en 2016 et annoncé en 2016, on savait à ce moment, au moment où on grimpait, on savait qu'on avait quelque chose de plus important, ce qu'on a baptisé après le Big Void. Mais on avait encore besoin de mesures, on avait besoin que les équipes en fait nous confirment en fait les résultats que l'on avait. Et c'est ainsi que le 2 novembre 2017, on a publié dans la revue Nature, ce qui est assez rare en égyptologie, la découverte en fait et l'annonce en fait d'un vide inconnu dans la pyramide de Khéops qu'on a baptisé le Big Void et qui était notre troisième découverte. Et de nombreux médias en fait ont qualifié cette découverte d'une des découvertes les plus importantes de l'année 2017, de Coolest Scientific Discoveries ou les événements scientifiques qui ont marqué l'année 2017. Et j'avoue que j'étais moi-même le premier surpris, puisque dans les autres événements scientifiques de l'année 2017, il y avait l'invention de nanomachines pour combattre les cellules cancéreuses, ou bien sûr la découverte des ondes gravitationnelles. Pendant des années, on a sauté dans le vide, mais c'était des vides virtuels. L'objectif, en fait, de l'équipe que je dirige était d'utiliser les techniques de réalité virtuelle, les techniques de simulation chez Dassault Systèmes pour tester des idées qui pouvaient être les plus folles. C'est ainsi qu'on a par exemple collaboré et on a été les pionniers à mélanger réalité virtuelle et danse contemporaine avec la danseuse Pietra Gala. Et donc la question souvent qu'on pose et que vous devez vous poser, c'est mais finalement à quoi ça sert de chercher des vides? Et en quoi consiste finalement une démarche d'innovation? C'est super simple en fait. Une démarche d'innovation, quand on a des scientifiques, des ingénieurs dans son équipe, il suffit simplement de les reconnecter à leurs rêves d'enfant, à leur imaginaire d'enfant. Un ingénieur, un scientifique, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui a vu des films de science-fiction, Star Trek, la téléportation, le téléphone mobile, et qui décide un jour, grâce à ses compétences et grâce à toutes les connaissances qu'il a acquises, eh bien, à un moment donné, de les amener à la réalité, de les transformer en réalité. Et donc tous ces mythes et tous ces imaginaires sont extrêmement importants. Et c'est pour ça que la machine à imaginer, aujourd'hui, est clé pour notre société. Il faut à nouveau rêver. De cet imaginaire, on décide ensemble, sans forcément se connaître, à plusieurs, eh bien, de faire équipe, de mener en fait des défis par rapport à ces rêves collectifs, puis on met en marche la machine de la collaboration interdisciplinaire. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est que le plus important dans cette démarche, c'est l'aventure humaine. C'est les hauts, c'est les bas, c'est les engueulades, c'est les crises. Et ça, on fait souvent l'impasse, en fait, aujourd'hui, sur l'importance de ce ciment émotionnel qui fait que l'on peut avancer dans ce type d'aventure. Et puis ensuite, les innovations naissent, et puis peut-être qu'elles rayonnent, et puis c'est ainsi qu'on avance. Et donc tenter de résoudre en fait collectivement le mystère de la pyramide, c'est affirmer aujourd'hui que l'impossible reste possible, puisqu'aujourd'hui, 4500 ans après la construction de ce monument, on ne sait toujours pas comment il a été construit. Mais je vous parlais d'imaginaire, et je suis sûr que le premier imaginaire auquel vous renvoie aujourd'hui la pyramide de Khéops ou l'Égypte, eh bien, vous auriez aimé que je trouve plutôt un plein, plutôt qu'un vide. Et non, malheureusement, pour l'instant, la seule chose que l'on peut dire, c'est que c'est un vide qui a une certaine taille au-dessus de la grande galerie. Et en parlant d'imaginaire, je vous présente Sébastien Procureur, qui est physicien en physique des hautes énergies au CEA et qui fait partie de la mission. Après un an de mission, sa maman a retrouvé une bande dessinée en fait, d'un lapin célèbre d'une boîte de céréales dans laquelle le lapin met des lunettes pour voir à travers la matière. Et qu'est-ce que fait aujourd'hui Sébastien ? Eh bien, il crée des instruments de myographie qui permettent de voir à travers la matière. Est-ce que le lapin de la boîte de céréales a influencé l'imaginaire de Sébastien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça a joué un rôle dans son inconscient. Et c'est pour ça que je vous disais que les ingénieurs sont avant tout de grands enfants qui ont cette capacité à se reconnecter à leurs rêves de gamins. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette pyramide de Khéops? Tout ce que l'on sait sur la pyramide, en fait, date du calife Al-Mamoun, en l'an 800. En fait, qui décide de monter une expédition. Il est à la recherche du trésor de Khéops et puis il envoie toute une équipe en fait, qui va percer un couloir au centre de la face nord de la pyramide. Et pendant des mois et des mois, en fait, ils vont progresser dans la pyramide jusqu'à trouver toute la structure interne en fait, de cette pyramide. Donc là, on a Khéops, ouvrons Khéops,
Et donc on voit tout en bas une chambre souterraine, des couloirs, au milieu la chambre de la reine, plus haut la chambre du roi. Et bien tout ça a été découvert en fait par Al-Mamoun au Moyen Âge. Et si on se projette un petit peu en arrière, on peut imaginer qu'on est un mercredi. Ça doit être le conseil des vizirs d'Al-Mamoun. Il doit être furieux en fait d'avoir investi autant de moyens pendant des mois et des mois, à coups d'instruments au cuivre qui n'arrêtaient pas de casser, à coups de feu, de vinaigre pour avancer péniblement en fait dans cette pyramide. Et lui, malheureusement, au Moyen Âge, ne pouvait pas se douter en fait que cette découverte qu'il avait faite et les vides qu'il avait découverts, en fait, lanceraient un truc qui s'appelle l'industrie du tourisme, et dont l'Égypte fait partie des icônes en fait de cette industrie. Et aujourd'hui, donc, on peut parler d'un retour sur investissement à peu près 10 siècles. Et aujourd'hui, les touristes continuent inlassablement à emprunter ce tunnel que vous avez devant vous, ce tout petit tunnel, qui permet ensuite d'accéder, de visiter les vides qu'avait découvert Al-Mamoun. Mais pour moi, en fait, le principal trésor de cette pyramide, c'est le mystère en fait, de sa construction. Et tout ça, ça donne lieu aux théories les plus farfelues, dans lesquelles on va invoquer les Atlantes, dans lesquelles on va invoquer les extraterrestres. Et pourtant, parce qu'on imagine que les Égyptiens de l'époque étaient une sorte de grands enfants, en fait, qui n'avaient pas les mêmes capacités que nous, et parce qu'ils n'avaient ni le fer, ni la roue, ni Twitter, et pas d'Elon Musk à l'époque, ils étaient incapables de faire ça. Alors on préfère invoquer les forces surnaturelles, et malheureusement, c'est ce qui se répand à vitesse grand V sur les réseaux, sans doute pour combler des vides existentiels et d'autres types d'obscurantisme dont on souffre aujourd'hui. Et donc, quand on a lancé cette mission, c'était avant tout un exercice de style pour réhabiliter en fait la rationalité. C'est-à-dire ces gens-là étaient capables de le faire il y a 4500 ans. Qu'est-ce que notre propre civilisation sera capable de laisser dans 4500 ans? La pyramide nous renvoie en fait à nos propres contradictions, aux propres contradictions de nos civilisations. Et avant d'aller invoquer les extraterrestres ou les dispositifs anti-gravité, essayons de nous remettre en fait dans les pas de ces Égyptiens. Et donc en quoi consiste le mystère de la construction de la pyramide? Alors c'est le plus grand monument de l'humanité pendant plusieurs millénaires. Il faut bien sûr résoudre le problème du volume, comment faire un volume qui va monter jusqu'à 146 mètres de haut, mais aussi comprendre comment cette chambre du roi, en fait, qui se trouve au cœur de la pyramide, a été construite. C'est le vrai mystère de la pyramide, c'est la chambre du roi, car elle a, vous voyez, un plafond plat. C'est la première fois que les Égyptiens font en architecture un plafond plat au cœur d'une structure, et ils vont devoir mettre des poutres de granit qui vont faire jusqu'à plus de 60 tonnes. Voilà, vous avez une vue de coupe de la pyramide, et puis tout en haut, des chevrons en fait, qui protègent cette chambre de la masse qui se trouve au-dessus. Et c'est aussi la première fois dans l'histoire des pyramides qu'on utilise les chevrons. Donc le vrai mystère de la construction, c'est la résolution du mystère de la chambre du roi, non pas pour y trouver des trésors, mais pour comprendre en fait comment c'était fait et comment nous-mêmes nous pouvons nous projeter dans l'avenir. Et si on remonte quelques 3 millénaires avant Al-Mamoun, on peut imaginer aussi Khéops, lançant un défi en fait à Emyounous, l'architecte en chef, lançant un défi à Ankaef, son vizir, et lui dire je veux la plus haute, je veux la plus grande. J'ai fait la review du projet, franchement, les chambres en encorbellement comme papa, j'en veux pas. Il me faut quelque chose au cœur de la pyramide. Je veux pas un truc sous la terre, je veux pas un truc au niveau du sol. Et puis ils ont dû lui répondre, Majesté ou Pharaon, vous n'y pensez pas, on n'a jamais fait, il va falloir aller chercher à 900 km des poutres, qu'elles arrivent en temps et en heure sur le chantier au moment où on sera à 43 mètres de hauteur. Au niveau supply chain, on n'a jamais fait. Ça m'est égal, moi je veux un changement de paradigme, je veux un breakthrough, une rupture. L'intendant suivra. Et c'est ainsi, en fait, que cette pyramide a fini par avoir lieu et qu'Ankaef et Emyounous ont dû résoudre des problèmes et il faut qu'on comprenne comment ils ont résolu ces problèmes et en trouvant des vides dans la pyramide, eh bien, ça peut permettre de nous faire avancer en fait, sur la connaissance. Et au niveau reporting, les Égyptiens étaient super forts. Je vous présente Pierre Talley qui a publié en 2012 en fait, la découverte des papyri de Mérer. Donc, ce sont les plus anciens papyri connus à ce jour. Et en fait, c'était le journal de bord du contremaître Mérer, contemporain du chantier de la construction, qui encadrait une équipe de constructeurs de la pyramide. Et nos fichiers Excel n'ont absolument rien à envier au tableau de bord quotidien que tenait Mérer. La question, en revanche, que ça peut poser, c'est quel fichier Excel de notre propre civilisation, stocké dans le vide, pardon, je voulais dire dans le cloud, nous survivra 4500 ans. Et c'est pour ça que je vous dis que la pyramide nous renvoie à beaucoup de questions par rapport à notre propre civilisation. Et pour construire une pyramide comme ça, il fallait une sacrée dose de spiritualité, il fallait de sacrées connaissances, il fallait de sacrées compétences pour lancer ce défi à l'éternité et qui a permis à cet état
eh bien, de se dépasser et de construire en fait cette montagne de pierre. Et nous, à notre petite échelle, Scan Pyramids, on s'est dit que si on voulait apporter notre pierre à l'édifice pour la compréhension de la pyramide de Khéops, il fallait se replonger dans le passé et tirer les leçons du passé. Et au XVIIIe siècle, quand Napoléon en fait lance son expédition en Égypte, une expédition qui était avant tout militaire, il a aussi l'idée d'embarquer avec lui des artistes, des ingénieurs, des scientifiques, qui vont se pencher sur le mystère de cette civilisation, qui vont documenter leur périple. À l'époque, on ne sait pas encore lire les hiéroglyphes, on sait que cette civilisation est extrêmement mystérieuse. En fait, Champollion déchiffre les hiéroglyphes, ça donne naissance en fait à l'égyptologie, à l'égyptomania, à l'égyptophilie, et aujourd'hui encore, je pense par exemple à Assassin's Creed qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Tout cet imaginaire a été nourri et ça contribue en fait au succès aussi des industries créatives et des industries du jeu vidéo par exemple. Et donc depuis, la machine à fantasmes fonctionne, et ce qu'on a retenu en fait de cette mission, c'est qu'il fallait qu'on monte une équipe vierge en fait de tout a priori par rapport à la pyramide. Et c'est pour ça, on nous l'a reproché un petit peu au début, qu'on n'a pas intégré d'égyptologues. On voulait des gens en fait sans enjeu par rapport à ce défi. Donc des artistes, des scientifiques, des ingénieurs, dans différents domaines de discipline. Donc on a je vous présente une partie de l'équipe. On a Nicolas Godin, le cofondateur du groupe de musique R, François Skeuten, l'auteur de bandes dessinées, des gens du CEA, de Nagoya, du KEK, des Canadiens, des Japonais, bien sûr des Égyptiens avec la faculté du Caire. Nous, de toute façon, on n'est pas égyptologue, on n'a rien à perdre. Essayons d'apporter quelque chose et voyons ce qu'on peut faire. La fiction précède souvent la réalité. Et François Skeuten, qui fait partie de l'équipe, est en train de dessiner le volume 3 du mystère de la Grande Pyramide, puis qu'il a rejoint en fait cette aventure. Et il se trouve que j'ai réalisé il y a peu en fait que Jacobs nous avait déjà donné une clé en fait pour résoudre en partie le mystère. J'ai compris il y a peu de temps que Mortimer en fait était physicien. Et ceux qui nous ont aidés à résoudre en fait une partie de l'énigme, ce sont les physiciens. Et il y a plus de 50 ans en fait, Jacobs avait déjà mis un physicien dans le mystère de la Grande Pyramide. Et donc souvent, voilà, quand on essaye de se reconnecter aux imaginaires, il y a beaucoup de clés en fait qui se trouvent finalement dans la littérature et dans ces œuvres-là. Et donc les physiciens nous ont accompagnés dans cette aventure grâce à une particule en fait magique qu'on appelle le muon. Alors, ce sont des particules cosmiques. Là, pendant que je vous parle, tous les mètres carrés à la minute, on a à peu près 10 000 muons qui traversent notre corps. Ce sont des particules extrêmement chargées en énergie, qui ont une trajectoire rectiligne et qui vont traverser la matière. Et au même titre qu'on utilise les rayons X chez le médecin, on utilise des détecteurs de muons pour faire des radiographies pénétrantes en fait, de la pyramide, avec 3 types de dispositifs différents en myographie qui permettent donc de voir. Et donc c'est grâce à ces muons qui sont générés au niveau de l'atmosphère. Le rayon cosmique tape l'atmosphère terrestre, ça génère des gerbes de particules, des protons, des électrons, et ces fameux muons. L'enjeu étant en fait d'avoir ensuite les bons outils pour les capturer et les analyser au sein de la pyramide. Et donc ce sont ces muons qui nous ont permis de découvrir ce que l'on a baptisé le Scan Pyramids Big Void. Donc aujourd'hui, la mission, on en est à 3 découvertes. On sait qu'on a un couloir derrière la face nord. On le voit s'enfoncer sur 5 mètres, il va sans doute plus loin. Est-ce que ce couloir est connecté au Big Void? On ne sait toujours pas si le Big Void est horizontal ou incliné, s'il est constitué d'une ou plusieurs structures. Mais ce qu'on a surtout appris, c'est que dans toute démarche d'innovation, ce que j'appelle le retour sur enthousiasme, le ROE, précède toujours le retour sur investissement. Et donc de cette mission sont nées plusieurs innovations. On a avancé bien sûr en archéologie, c'est ce qui a intéressé le grand public avec la découverte du Big Void, dans les instruments de myographie, en simulation 3D, en robotique, en réalité augmentée. C'était difficile d'emmener les gens sur le terrain, donc on s'est dit on va plutôt ramener l'Égypte à Paris. Donc on a inventé des dispositifs qui permettent de se balader à plusieurs virtuellement dans la pyramide de Khéops, et bientôt cette expérience sera disponible à la Cité de l'Architecture à Paris. On a été obligés entre nous, pour mieux collaborer, travailler, imaginer des outils de revue de projet collaborative en réalité augmentée. Et en ce moment même, avec le CNRS et l'INRIA, on imagine, puisque notre rêve, ce serait quand même bien sûr, comme vous, de pénétrer dans cette pyramide, de voir ce qui se cache derrière le couloir de la face nord, on est en train d'inventer un robot minimalement invasif, dont l'idée est née lors d'un dîner avec François. Dans toute l'œuvre de François, on a des dirigeables. Et on s'est dit, pourquoi pas inventer un système de dirigeables qui pourrait rentrer dans un trou de 3 cm et demi. Et là, on en est à notre troisième prototype. Mais
Le retour sur enthousiasme le plus important pour moi, c'est quand j'ai découvert qu'un prof de primaire en Angleterre avait donné pour devoir à ses élèves d'imaginer le journal de bord en fait, de la mission Scan Pyramids. Et donc il a posté en fait ce qu'avaient rédigé ces enfants-là. Et qui sait, peut-être qu'un de ces gamins, demain, deviendra physicien ou une nouvelle compétence aujourd'hui qu'on ne connaît pas encore et finira lui peut-être par résoudre le mystère de la pyramide. Le plus important en fait, c'est le chemin qu'on a emprunté. Et donc dans tout vide, il y a un trésor, mais pas forcément celui qu'on croit. Merci.